Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce CFO Crunch. Le concept du CFO Crunch, c'est de rassembler des CFO de start-up et des investisseurs pour échanger sur les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est CFO, qu'on prépare une levée de fonds, qu'on accompagne une boîte en hypercroissance, qui sont des problématiques un peu spécifiques. On co-sponsorise cet événement avec Sogedev et donc moi je suis Anne-Laure Navéos de Crédit Mutuel Arkea. J'animerai la deuxième table ronde et donc Charles-Édouard de Sogedev devrait arriver d'une minute à l'autre. On a déjà nos deux premiers intervenants qui sont là et donc qui vont se modérer eux-mêmes dans cette première table ronde. Voilà, et donc on fait cet événement évidemment sous l'amitié de France Digital et donc bienvenue à tous et bon CFO Crunch. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième table ronde. Bonsoir à tous, Claire Houry. Je suis associée dans le fonds d'investissement, enfin fonds de capital risque Ventec. Bonjour à tous, alors moi c'est Charles Thénault, donc je m'occupe de la finance chez Botify depuis quelques mois. Alors, comme on avait préparé effectivement l'intervention de ce soir autour du thème, là dans un premier temps, relation CFO-investisseur en démarrage, au départ. Quelques mots sur nous, Ventec. Donc, on est un fonds d'investissement qui investissons justement à ce stade-là. C'est-à-dire, quand on jargonne un petit peu, on dit Series A. C'est-à-dire qu'on est souvent le premier investisseur financier institutionnel. Quelquefois, la société, auparavant, elle a été financée par des business angels, des fonds d'amorçage. Mais nous, Ventec, on arrive donc sur des montants, pour vous donner une idée, de tours entre 2 et 3 millions d'euros sur la part de Ventec et sur des tours de table qui peuvent monter, qui ont tendance à augmenter en termes de montant de Series A, entre 2 et 7-8 millions d'euros, je dirais, en donnant une fourchette quand même assez large. Oui, alors Botify, que j'ai rejoint, donc, est une startup qui a été créée en 2012, enfin officiellement, et qui est une société qui fait du logiciel en SaaS, donc un logiciel de SEO, qui veut dire Search Engine Optimization. Et donc, c'est un logiciel assez pointu qui va permettre d'analyser des websites et de donner des données au SEO manager pour lui permettre d'améliorer son référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est comment apparaître le plus haut possible dans Google sans payer. Donc, sans être dans les liens sponsorisés. Et donc, c'est un logiciel qui va vraiment dans le code de chaque page, donc de code HTML, et qui donne plein de reporting, puisque l'algorithme de Google va ranker, enfin va donner va donner une force à chaque page en fonction d'un certain nombre de critères, et donc nous on aide les sociétés à faire ça. Et donc c'est vraiment une start-up très tech, d'un logiciel en mode SaaS, donc accessible depuis n'importe quel browser internet. Voilà, je suis désolé, j'ai pas mal d'anglicisme, mais ça va, c'est plus facile. Voilà. Alors, le premier thème qu'on voulait aborder ce soir dans ces sociétés donc, qui sont encore assez jeunes, c'était de dire quelle relation entre l'investisseur et le directeur financier. Alors, clairement, donc Botify, c'est un exemple où dans nous, Ventec, nous avons investi avec un autre fonds d'investissement qui s'appelle Idinvest en Series A. Alors l'histoire concrètement, c'est qu'il n'y avait pas de CFO en fait. Nous, quand on est rentré, ce qui est assez classique dans les stades d'avancement, c'est pas une obligation d'avoir un directeur financier en fait en poste. Ce qu'on voit souvent, suivant la maturité de la société, c'est un comptable, un directeur financier à temps partiel qui s'occupe de l'administration, je dirais, financière de la société, externalise
la paye et donc gère surtout la société, je dirais, de telle façon à ce que les factures rentrent, que le cash soit bien géré. C'est souvent une gestion d'ailleurs, oui, très cash, puisque au démarrage des sociétés, c'est quand même encore dans une position de survie et de se dire comment on arrive à financer notre croissance avec des moyens qui sont encore assez restreints. Donc, pour nous, en fait, en tant que fonds, la première chose, c'est de dire, quand on regarde un investissement dans une société, on est habitué à travailler avec l'équipe de management et c'est finalement pas notre point de contact, c'est pas le directeur financier. On va effectivement demander à un moment des informations financières, des prévisions financières, mais on sait aussi que ces prévisions financières, elles sont quand même assez approximatives. C'est plutôt travailler sur quelle ambition de projet en termes financiers, quelle perspective on peut se donner, de quel montant la société a besoin pour atteindre le palier suivant. C'est plus ça, ces questions-là, plutôt qu'une analyse financière détaillée. Et c'est pourquoi, en fait, notre décision d'investissement, elle se base sur une équipe, donc une équipe fondatrice, enfin de management, une vision de leur marché et un positionnement dans ce marché. En Series A, c'est à peu près ça. Là où le directeur, enfin la partie financière peut intervenir, c'est suivant la maturité de la société, si elle fait déjà du chiffre d'affaires, si elle a quand même déjà des premiers revenus, de faire un audit financier pour savoir si il y a pas d'enjeu typiquement TVA mal passé, des sujets qui pourraient être requalifiés après derrière. Et donc on fait passer souvent soit un comptable qu'on peut avoir dans notre réseau, soit même des cabinets d'audit, mais qui ont des practices justement pour les startups, pour vérifier en fait la reconnaissance du chiffre d'affaires, des règles particulières mises en termes d'immobilisation financière, la TVA, et puis en gros c'est ça, savoir et si la position de cash c'est bien la position sur laquelle nous on démarre au moment de l'investissement. Donc c'est assez grossier, assez général en termes de financement, enfin d'études financières. En revanche, quand on scelle notre accord d'investissement entre la société et l'investisseur, on détermine déjà le cadre d'un reporting financier. Donc, de quel type, quelle périodicité, quel type de reporting, de quel type on aura besoin. Et ça, c'est une discussion qui est faite entre le CEO. En gros, c'est lui notre contact principal. Et puis les investisseurs. Donc ça, c'est défini dans le pacte. Bonsoir. Alors on a commencé sur la première partie qui était de dire avant l'entrée de l'investisseur, qu'est-ce qui se passe, de quel type de relation on parle entre une entreprise et puis un VC. Et ce que j'exprimais, c'est donc généralement il n'y a pas de directeur financier à ce moment-là. Voilà, donc un pacte qui détermine au moins dans les grandes généralités le type d'interaction de reporting financier dont on aura besoin. Et puis souvent, et là dans le cas de Botify concrètement, c'était une levée importante puisque je crois que ils ont levé plus de 6 millions d'euros, donc c'était une grosse série A. Et là on s'est dit, Botify en l'occurrence avait une personne qui s'occupait de la finance avait justement un système de CEO part-time, un prestataire externe, mais qui était là, je te laisserai expliquer. Et nous, ce qu'on a dit, là, vous levez 6 millions d'euros, vous recrutez un responsable financier, un directeur financier, enfin vraiment quelqu'un. Là, si on met de l'argent comme ça, c'est pour accélérer votre croissance. C'était une société qui faisait déjà du chiffre d'affaires lorsqu'on est rentré, qui avait été bootstrappée, en fait, vraiment, qui avait levé très peu d'argent. Et là, s'il levait de l'argent, c'était vraiment pour accélérer un développement international principalement. Donc, il fallait vraiment, on avait mis vraiment comme, c'était pas vraiment acté dans le pacte d'actionnaire, mais on avait dit, maintenant, on veut un interlocuteur et que vous ayez vraiment quelqu'un de pro à la finance. Oui, alors pour l'histoire de Botify, donc c'est en effet, c'est pas forcément le cas général, puisque Botify s'était créé en 2012, comme je vous l'avais dit. Donc c'est une société qui avait une activité de conseil et qui a financé le développement de son logiciel
par son activité de conseil. Donc ils avaient des entrées d'argent, parce que c'est sûr que ça demande beaucoup de fonds de créer une solution, et donc sans cette activité de conseil, je pense qu'ils n'auraient pas été capables de financer pendant 3 ans le développement de l'outil. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'historiquement, il y avait un responsable financier, donc quelqu'un qui a été plutôt jeune diplômé avec peut-être 2 ou 3 ans d'expérience, et qui avait un rôle assez comptable. Et en fait, cette personne est partie à peu près au moment de la levée. Et en effet, pendant une période d'intérim, jusqu'au moment où j'ai rejoint la société, donc fin septembre, il y a eu un cabinet qui s'appelle Dossier Finance qui nous a accompagnés et qui a géré la DAF part-time pendant toute cette période. Et donc, c'était vraiment un niveau assez élevé de ce qu'on attend d'un directeur financier, c'est-à-dire vraiment de l'analyse, du reporting, mettre en place les premiers reporting, communiquer des données aux fonds d'investissement qui sont rentrés au capital. Donc ils avaient vraiment un rôle très high level, si je puis dire. Et après, pour la partie la gestion comptable, en effet, c'était externalisé au maximum. Donc on avait des experts comptables externes qui produisaient la donnée financière, donc qui géraient la compta, les obligations légales, et la paye était aussi externalisée. Voilà. Juste, alors Charles-Édouard de Cazalet, désolé, j'arrive avec un peu de retard. Juste une petite question. Avant que vous arriviez et avant qu'il y ait Dossier Finance, c'était structuré uniquement avec expert comptable ? Merci beaucoup. Donc voilà. Donc avant que j'arrive, c'était du coup ce responsable financier qui était là, je pense, depuis quasiment le début de l'histoire, qui a dû rester 2 ans et demi, 3 ans, donc entre 2012 et début 2015. Il y a eu entre début 2016, excusez-moi. Après, il y a eu la levée qui est intervenue en février dernier, donc pour 6,6 millions d'euros. Et il y a eu tout de suite quasiment l'entrée de Dossier Finance pendant toute la période de recherche du profil qui prendrait le poste. Voilà. Ok, et vous avez continué derrière avec l'expert comptable aussi, ou vous avez intégré certaines fonctions ? On a internalisé, parce que moi, après, je pense que ça peut se faire sans. C'est un goût personnel. C'est-à-dire que quand on a envie d'être très agile, très réactif, qu'on veut de la donnée souvent, c'est un énorme confort que d'avoir un comptable ici sur place chaque jour au quotidien. Et au début, la compta a été externalisée. Et c'est sûr que c'est assez désagréable parce qu'on envoie des mails, on a des réponses 3-4 jours après avec ce qu'on a demandé. Et donc ça nécessite une patience que malheureusement j'ai pas. Et donc ça me convenait pas. Donc on a internalisé la fonction. Et le passage, parce que vous êtes arrivé au moment de la levée de fonds, le passage justement entre expert comptable plus CFO externe, et vous, je dirais, avec le CFO externe qui intervenait sur la partie plutôt, on va dire, high level et reporting, début de reporting peut-être avec la partie levée de fonds, comment s'est fait ce passage-là ? Ça, je pense que c'est un peu un propre de la startup. Donc moi, j'ai eu 2 journées de travail avec quelqu'un de Dossier Finance qui ont été assez riches. Et après, notre directeur général était déjà à New York quand je suis arrivé. Donc c'est amusant. C'est ce qu'on accepte comme challenge quand on rentre dans une startup, c'est-à-dire de se débrouiller, de tout faire soi-même. Et donc c'est vrai que je suis arrivé et j'avais pas mon manager direct sur place. J'avais 2 jours pour apprendre la fonction. J'avais pas de passation proprement dite. Donc c'est là où il faut je pense qu'on pourra y revenir dans les qualités, mais je pense que c'est une des qualités essentielles, c'est-à-dire d'être capable de se débrouiller et d'avoir envie de soi-même aller chercher l'info, se débrouiller, etc. Et si on n'a pas cette qualité-là, je pense que c'est difficile. Et donc très vite, effectivement, j'ai rencontré Charles pour là aussi tout de suite caler le dialogue que je voulais avoir entre la société et puis nous, quoi, et se mettre d'accord, à la fois exprimer les attentes et puis se mettre d'accord sur un format d'échange. Est-ce que les informations qui étaient produites préalablement étaient très loin des attendus ? Est-ce qu'il y en avait déjà ? Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'on a demandé l'entrée d'un vrai. Non, mais honnêtement, le CFO part-time, c'est bien, mais ça a ses limites quand vraiment on rentre dans ce que tu t'exprimes, dans un suivi vraiment opérationnel, la mise en place de processus, du pilotage. On avait le basique, on avait tout à fait ce dont il nous fallait, mais c'était pas quoi le basique ? Le basique, c'était s'assurer qu'on avait un plan mensuel de reconnaissance du chiffre d'affaires, du cash. Et c'était en gros ça, en fait, la mise en place des métriques. Là, en l'occurrence, la société, c'est un logiciel SaaS. Il y a des métriques SaaS liées à l'industrie qu'on n'avait pas et que Charles a mis en place, quoi. Et ça, c'était présent préalablement à votre arrivée ?
Alors il y avait eu quand même la venue de ce cabinet qui était allé au bon niveau, donc qui avait commencé à aller sur ces métriques-là, qui les connaît, parce que l'avantage c'est qu'ils voient beaucoup de sociétés similaires, donc ils connaissent les standards des industries, et donc je dois dire qu'il y avait clairement une ébauche. Après le travail c'est évidemment on sait pas la même chose quand on est là un jour ou deux par semaine et quand on est là à plein temps. L'idée c'est d'arriver à aller à un niveau de plus dans l'analyse, dans la qualité des métriques, dans le niveau de présentation qui est fourni. C'est très anecdotique, mais moi par exemple avec Adrien au tout début on travaillait en échange Excel, et très vite en fait on s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon niveau. Et que le bon niveau pour lui, c'était que je lui prépare un PowerPoint et pas qu'il ait à mettre son nez dans de l'Excel, parce que si on veut qu'il ait vraiment ce rôle de vision qui doit être le rôle d'un CEO et non pas d'être tout le temps dans la petite bête de savoir qu'est-ce qui fait que cette cellule est égale à ça et pas une autre, la bonne solution c'est qu'il ait une vision d'un PowerPoint. Et un PowerPoint c'est un produit fini pour un investisseur, c'est un produit fini pour un dirigeant je pense, et du coup ce passage-là, il se fait en mettant un peu d'huile de coude et en préparant des reports un peu de type. Et en préparant, on parlait que vous êtes passé d'une relation investisseur-CEO à une relation investisseur-CEO et CFO. Et pour le coup, aujourd'hui, comment vous séparez les deux, enfin séparez dans le sens dans les attentes que vous pouvez avoir en fonction avec les deux interlocuteurs? En fait, moi, mon point de contact, c'est toujours le CEO. Et quand je parle à Charles, je mets toujours en copie le CEO, parce que de toute façon, ça, c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au courant de toutes les personnes auxquelles je parle dans l'entreprise. Ça, c'est le point de départ. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des points de contact clés lors de la préparation du budget. Avec le CFO en direct pour comprendre, parce qu'il y a toujours un conseil d'administration qui valide le budget, mais ça c'est l'aboutissement d'une discussion qui a eu lieu auparavant, informelle, hors conseil d'administration. Donc là il y a vraiment un vrai point où on discute des hypothèses. Nous aussi en tant qu'investisseurs on exprime ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à mettre. Enfin je veux dire, ça s'exprime sous l'acceptation d'un certain cash burn, l'acceptation de certains investissements et voilà, de prise de risque aussi sur la partie revenu, donc de comprendre ce qu'il y a derrière éventuellement. Donc là il y a vraiment un dialogue investisseur, CFO et CEO, je dirais. J'ai aussi, alors comme grand point aussi, l'habitude d'inviter le CFO au board. Donc c'est aussi un point de rencontre. Il est invité, il n'a pas une voix délibératrice, mais il n'a pas un vote, mais il est là parce que il y a beaucoup de sujets sur lesquels on fait appel à lui pour comprendre justement, juger une opération. Et donc ça, c'est les deux points clés. Après, il y a des sujets qu'on n'a pas eu à traiter pour le moment, mais qui sont aussi des exemples. L'ouverture d'une filiale à l'étranger, en quoi il y a des schémas qui peuvent être plus ou moins favorisés par rapport à d'autres. Donc ça peut être un dialogue. C'est plus de l'informel là dans ce cas-là. Et puis après, il y a les sujets de vie juridique corporate de la société, c'est-à-dire l'organisation d'une assemblée générale par an pour la validation des comptes, l'organisation, toutes ces startups, vous savez, c'est vraiment d'essayer de faire participer l'ensemble des employés à la création de valeur de la société, donc au travers de stock options, de plans de BSPCE en France. Donc ça aussi, c'est un mix entre une relation investisseur, CEO, CFO pour la structuration de ces instruments. Voilà. Si je peux me permettre, sur le budget, c'est intéressant parce que c'est là où on s'est vraiment rencontrés professionnellement, si je puis dire. On a vraiment travaillé ensemble parce que pour moi c'est assez intéressant et c'est assez marrant aussi. C'est qu'en fait l'exercice de budget n'a plus rien à voir quand on est en hyper croissance et quand on est dans une boîte qui est flat plus. C'est plutôt la même chose parce que déjà la notion d'effet d'année pleine, on recrute des gens au cours de l'année. On recrute des gens en moyenne en juin, statistiquement si on recrute à peu près linéairement toute l'année, et on se rend pas forcément compte, quand je dis on, je pense au CEO, il se dit super, j'ai encore de l'argent sur mon compte, j'y vais, il se rend pas compte de ce qui va lui arriver l'année suivante. C'est x2 en fait, c'est-à-dire que déjà mécaniquement avec les mêmes nombres de personnes, on va avoir 2 fois plus de coûts. Et donc tout ça, c'est là où c'est très intéressant, c'est quand on commence à être vraiment en forte croissance, il y a plein de choses à faire pour structurer, faire du modeling, si je puis dire, savoir où est-ce qu'on va,
juste d'un point de vue purement un fichier Excel, donc c'est évidemment pas la gestion de la boîte, mais ça permet de savoir en fait avec ce qu'on a construit, où est-ce qu'on va en termes de niveau de coût, et aussi de faire des sensibilités, de se dire en fait j'ai des hypothèses de productivité de ma vente, j'ai des hypothèses de chiffre d'affaires tout bonnement par zone géographique, etc. Et ces hypothèses, qu'est-ce qui se passe si je les réduis de 10, 20, 30%, si je change une hypothèse ou une autre. Et c'est très marrant parce que en fait, pour vous dire dans l'exemple précis de Botify, sans être dans le secret des dieux, au début, il m'avait donné des plans de recrutement énormes, avec énormément de gens en tech, etc. Et en fait, au fil du budget, ils ont réduit. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de prendre plus de temps, de la jouer différemment. Bon, c'est des choix propres à la gestion qui auraient pu être différents, de se dire on accélère plus vite et on va remettre au pot ou peu importe. Mais en tout cas, ils se sont vraiment rendus compte avec cet exercice-là de la quantité de coûts qu'ils accumulaient et ce qui allait se passer l'année suivante et ce que ça voulait dire pour la pérennité de la société. Et donc finalement, c'est là où je pense que ça crée aussi de la valeur d'avoir quelqu'un qui va les remettre au bon niveau et leur dire attention, voilà, on arrive sur ces niveaux-là. Et justement, pour aller plus loin, là je dirais quand on prend le rôle technique du CFO, vraiment dans la partie financière, modeling et autres, mais après comment... on va dire, on peut parler de valeur ajoutée du CFO dans sa relation entre CEO et investisseur et dans les indicateurs, on va dire ça comme ça, mais les indicateurs business qui peuvent évoluer, qui peuvent, par rapport à avant, qui pouvaient être sommaires, on va dire, et qui permet de mieux piloter la société. Alors il y a ce point-là. Donc pour moi c'est en fait c'est comme une pyramide, c'est-à-dire que il y a des tâches basiques pour un directeur financier. Et il y a des tâches qui ont de plus en plus de valeur ajoutée, mais qui nécessitent que les fondations soient bonnes. Et donc là, si on parle des métriques, en effet, on peut améliorer les métriques, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de rester au bon niveau de synthèse et de ne pas être dans des trucs trop complexes, des métriques qu'on aurait calculées avec le ratio de A divisé par B, enfin des trucs qui peuvent être vite compliqués. Donc je pense qu'il faut réussir à rester à un très bon niveau, à un assez haut niveau en termes de discussion quand on parle avec le CEO, en étant capable d'aller dans le détail et de comprendre la construction. Mais au-delà de ça, la question que ça lève chez moi, c'est le rôle du CFO dans une petite société comme Botify aujourd'hui. Est-ce qu'on reste petit et pour moi, c'est un rôle qui ne se limite pas, et mon message c'est vraiment celui-ci, c'est-à-dire que la force, l'intérêt du métier, c'est pas de se limiter aux métriques, quand bien même ils seraient extraordinairement intelligents, extraordinairement bien calculés, c'est très bien, mais ça doit faire partie de juste le travail normal. C'est pas une valeur ajoutée, c'est super, il faut que ça soit bien fait, mais qu'est-ce qui va ajouter de la valeur? C'est l'interface. Et cette personne qui va faire l'interface, c'est uniquement les fonctions support. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des mondes où une start-up, c'est quoi? C'est de la vente et des opérations. Donc chez nous, les opérations, c'est le produit. Donc c'est le développement. Les gens font leur métier de façon très spécialisée, très industrielle. Qui fait l'interface entre les gens? A priori, le CEO, oui, mais quand il est débordé, qu'il a énormément de choses, il y a des relais qui doivent être mis en place. Et la finance, c'est le relais naturel et c'est l'interface naturelle. Si je donne un exemple, c'est vraiment être capable de... Aujourd'hui, on a une base d'utilisateurs de notre app qui nécessite pour la comprendre d'aller dans le back-end de l'app, etc. C'est quelque chose d'assez technique. Si je m'étais jamais intéressé au produit, je serais jamais allé dans l'app, j'aurais jamais vu la liste d'utilisateurs, je ne l'aurais jamais réconcilié avec nos clients qui payent et je me serais jamais rendu compte qu'il y avait des dangers, des zones de risque ou peut-être qu'on a des utilisateurs qu'on n'a pas supprimés, qui sont plus clients, des choses comme ça. Voilà. Alors côté investisseur, je pense qu'effectivement ce qui est clé en fait comme rendu en fait qu'on veut voir arriver de la société, c'est vraiment quelques indicateurs. On peut pas rentrer dans une liste d'indicateurs opérationnels et le board pour moi, il est pas là pour rentrer dans le modèle Excel et se dire bon ben voilà cellule par cellule qu'est-ce qui se passe. Je pense que, d'ailleurs, c'est même un signe quand la société va mal. Quand la société va mal, vous avez des reportings de plus en plus compliqués avec une foule d'indicateurs qui mesurent plein de choses et que personne ne sait interpréter. C'est vraiment un signe. Moi, dans les boîtes qui se développent un peu mal, vous commencez à avoir le board pack qui grossit, parce que nous-mêmes, investisseurs, on demande plus de contrôle. L'entreprise commence à sortir et à cruncher des tonnes et des tonnes de data. Et finalement, tout devient très compliqué et on ne suit plus rien du tout. Donc vraiment, la force... C'est ce que t'exprimais, Charles, c'est-à-dire que suivant le niveau, le CEO il a besoin d'outils de pilotage, le board il a besoin d'autres outils, et en tout cas
la simplification et d'arriver à comprendre vraiment les métriques qui donnent une bonne vision de la santé, enfin de l'état de la société, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se voiler la face. Moi, les interactions, enfin, avant qu'on ait un reporting qui corresponde vraiment à ce que l'investisseur recherche, il y a souvent des allers-retours. Les débuts de board, on commence déjà à se recaler en disant mais non, mais ça, on aurait besoin de ça. Au fur et à mesure de la vie de la société, il y a aussi des indicateurs qui sont modifiés, un reporting qui est refondu, qui est transformé. Mais quand même, c'est un vrai signe de, même si on gère pas la boîte par les KPI uniquement, justement, c'est là où le CEO, il arrive avec son profil de vision, d'ambition, et certes, il prend des décisions sur des modèles Excel. Enfin, il a besoin d'avoir le modèle Excel, mais il prend pas des décisions que sur le modèle Excel, justement, parce qu'il a autre chose. Le fait d'avoir un suivi financier, et je parle surtout de métriques opérationnelles qui veulent dire quelque chose, et pas trop nombreuses, c'est très important. Petite question, en tant que CFO, comment est-ce que vous redescendez au niveau des équipes les objectifs qui vont être fixés en board purement au niveau financier? Est-ce que c'est le CEO qui le fait ou est-ce que c'est vous, une autre personne? Alors, c'est un point compliqué puisqu'en fait, c'est un environnement, en tout cas chez nous, qui est où la communication n'est pas toujours très claire parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique sur comment on communique, qu'est-ce qui donne les informations, comment, etc. Donc c'est évidemment là où il y a toujours des zones grises et c'est pas forcément toujours clair. En l'occurrence, là, sur cet exercice de budget-là, Adrien c'est le CEO du coup, a beaucoup communiqué sur l'exercice de budget et sur comment est-ce qu'il allait impacter les équipes à chacun des niveaux. Et donc il l'a fait dans des meetings où il y a toute l'entreprise. Et donc il les a, dès le début du process, il leur a fait part de ce qu'on était en train de faire et il leur a laissé savoir. En fait, finalement, il a créé chez eux l'intérêt et de se demander ah oui, là ils sont en train de faire un truc vraiment important parce que c'est des gens qui souvent, on travaille dans des startups toutes petites pour certains et ils comprennent pas bien l'intérêt d'un budget, ils trouvent pas ça forcément très intéressant et donc ça prend du temps de leur faire comprendre l'intérêt de tout ça et donc c'est toujours par petits pas, c'est-à-dire que du jour au lendemain on peut pas faire un budget extrêmement précis pour chacune des équipes par personne, etc. Donc on fait au mieux pour avoir quelque chose qui soit suffisamment précis et en même temps que ça crée pas trop de frustration et je pense que chaque année il va y avoir un peu d'éducation là-dessus, mais finalement au niveau des managers ça a été bien ressenti puisque j'ai tout le temps la question j'ai combien de budget, combien il me reste, et donc l'idée c'est aussi après de continuer l'éducation au fil du temps. Chaque trimestre, on leur donne les chiffres, on leur dit « Ah, attendez, sur votre budget, vous en êtes là, attention, vous êtes trop en avance, trop en retard. » Et donc, on commence à utiliser le budget comme un outil de pilotage. Mais c'est vraiment très embryonnaire, donc c'est ça qui est marrant. Et justement, en termes de communication, pour le coup, vous parliez de budget par manager, par équipe. Est-ce qu'il y a une communication avec tous les managers sur tous les chiffres? On a 2 budgets. Voilà. Okay. Oui, avec 2 niveaux de détail ou avec 2 budgets différents? C'est deux. Chez Joker ou... Non, c'est 2 niveaux d'assumption. C'est 2 niveaux de 2 assumptions différentes. C'est le même modèle avec des assumptions différentes et évidemment on met l'ambition la maximum sur les équipes sans que ça devienne. J'avais lu un article, il disait en anglais delusional. Voilà, que ça devienne pas débile parce que ça crée l'effet inverse, mais évidemment l'ambition qu'on donne aux équipes ne peut pas être la même que celle qu'on donne aux investisseurs et c'est forcément assumé. Donc ils le savent un peu tous à mi-mot. Et c'est partagé avec les investisseurs. Bah oui, non, nous ce qu'on... Oui. Alors là, on parle, tout est rose, on est en phase de croissance. Il y a aussi une relation investisseur, CFO ou même équipe, et c'est le point sur la communication qui me fait rebondir. Ce sont des petites sociétés, on n'est pas dans des boîtes du CAC 40, donc effectivement, c'est des sociétés en croissance qui ont des hauts et des bas, des plats, et il ne s'agit pas non plus... il y a de l'information qui reste confidentielle, qui ne va pas être partagée avec toute la société. Mais moi, je trouve que c'est toujours une bonne idée
d'être assez clair justement sur certains grands indicateurs qui montrent l'activité de la société et de leur dire bon bah là aujourd'hui on est dans le rouge, voilà ce qui se passe. J'ai souvent vu des CEO qui prenaient tout sur leurs épaules pour protéger justement leurs équipes. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels la position de cash, enfin des sujets finances sur lesquels tous les employés de la société, surtout quand ils sont eux-mêmes partie prenante côté patrimonial, enfin action, peuvent être partagés. Alors je suis pas complètement naïve, tout ne se partage pas. Mais c'est aussi ça, je pense, l'intérêt de personnes qui travaillent dans des startups, c'est qu'elles sont quand même plus proches de la réalité et de la vie de l'entreprise que quand on est dans un grand groupe, quoi. Je veux juste partager deux autres choses après, parce qu'il y a une autre intervention. C'est le recrutement d'un CFO. Donc, on va dire sur quels critères, même si chaque société est spécifique, avec des besoins spécifiques. Et la deuxième chose, c'est en tant que CFO, comment on va dire, vous absorbez la pression qu'il peut y avoir sur vous du CEO ou d'autres. Alors, sur le profil, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on est amené à faire, puisqu'on met souvent ça dans la discussion de notre investissement en disant il faudra que vous recrutiez un CFO. Donc, quand on est un investisseur, je pense qu'il y a deux choses importantes. Il y a de comprendre Series A et société à forte croissance. Series A, ça veut dire que donc on est encore au démarrage de la société. Donc, le profil du CFO qui va être recruté, il faut qu'il comprenne qu'il est encore dans une petite société où il faut mettre les mains dans le cambouis. Clairement. Et en même temps, société à forte croissance, donc ça veut dire que l'ambition est forte. En fait, quand on lève 6 millions 6 d'euros, c'est clairement pour avoir une certaine ambition. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des process, enfin apporter à la société une certaine organisation, être capable d'anticiper un développement et de faire croître ce développement-là. Et donc du même coup, le profil du CFO, il est évidemment, il est divers quand tu te présenteras toi en tant que profil, mais en gros, vous avez celui qui l'a déjà fait. C'est-à-dire que le CFO d'une autre start-up qui l'a déjà fait dans cette phase-là d'accompagnement, que clairement, en fait, nous, on est investisseurs depuis 98. Donc, effectivement, il y a quand même un certain nombre de personnes avec lesquelles on tourne. Alors, il y a CFO qui accompagne une phase de croissance, CFO qui accompagne une phase de décroissance, CFO, justement, Seriza qui met en place les premiers indicateurs. Donc voilà, ce côté concret, mettre les mains dans le cambouis, et ce côté en même temps apporter de la seniorité pour faire grandir la boîte. Moi, j'ai jamais, parce que le CFO c'est au niveau équipe de management, j'ai jamais de problème à recruter, et souvent je peux le dire à des candidats que je reçois en disant aujourd'hui au tenté vous êtes surdimensionné par rapport à la taille de la société, mais c'est pour ça que vous allez la faire grandir, quoi, parce que justement, on a une ambition et que vous allez apporter votre seniorité. Donc, il peut y avoir celui qui l'a déjà fait, il peut y avoir celui qui a été dans d'autres cabinets audit et qui maintenant a cette envie et qui a bien compris à titre personnel qu'il allait rentrer dans une petite structure. Ce qu'on voit plus difficilement, en tout cas en Series A, c'est le CFO d'un grand groupe qui maintenant a envie de faire la start-up. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être à tort, à chaque fois, il y a des enjeux personnels. De toute façon, s'il peut y avoir le bon profil. Mais le CFO du grand groupe, enfin, je ne veux pas empiéter sur la table suivante. Je pense que pour la Series A, il y a des fortes chances que l'ADN ne colle pas, quoi, en fait, avec le reste de la société. C'est un peu une généralité, mais je préfère avoir quelqu'un qui va être là pour apprendre et qui va apprendre vite, donc qui est intelligent, parce que oui, la start-up c'est l'agilité, donc il faut que chaque personne soit suffisamment agile, sachant que ce CFO, il est souvent là aussi, enfin il arrive en Series A et il va accompagner quand même la société peut-être sur d'autres refinancements. Donc, il va être beaucoup plus en face avec les prochains investisseurs pour la suite, quoi. Oui, moi avant j'avais fait donc de l'audit et puis après des fusions-acquisitions en conseil, et puis après j'étais chez Allianz, donc un grand groupe, et c'est vrai que j'avais une vraie velléité à aller dans une petite société depuis un moment. Je pense qu'en effet, ce qui est clé, c'est
si vous êtes amené à recruter, si certains d'entre vous sont amenés à recruter un jour un CFO, posez-lui bien la question. Est-ce que ça t'embête si je te demande une journée d'aller relancer les créances clients ou j'en sais rien, des trucs qui vraiment sont la tâche que personne n'a envie de faire. Et je pense qu'en effet, un CFO de gros groupe, il se rabaisserait jamais, il accepterait d'aller refaire des créances clients alors qu'il a une équipe de 5-6 personnes qui font toute la chaîne de valeur pour lui. Donc en effet, il faut être capable de faire le grand écart. Moi, c'est ma nature, ça m'amuse, donc ça me gêne pas du tout. Et je trouve que c'est intéressant du coup parce qu'on maîtrise absolument tout le process, tous les process financiers. Mais en effet, je conçois très bien qu'il y ait des personnes que ça amuse pas. Donc il faut quand même une certaine capacité à revenir à des basiques. Et après sur la partie de la pression, honnêtement, c'est plutôt des bonnes ambiances collaboratives. Alors chez nous en tout cas, et l'idée c'est tant que les choses avancent, tout se passe très bien. Donc après, peut-être que le ton serait pas le même si je faisais traîner des choses comme ça. En l'occurrence, c'est toujours une saine pression. Les deadlines sont fixés intelligemment. Et donc j'ai pas du tout de frustration là-dessus. Il y a des enjeux qui sont importants. Je pense que le vrai enjeu, c'est plutôt d'arriver à faire prendre connaissance aux gens de l'importance de la fonction et qu'ils comprennent qu'on n'est pas là juste pour être un poste de coût. Voilà. Bon, merci. Je crois qu'il va être temps de passer à la seconde table. Juste, est-ce que vous avez des questions avant de passer à la seconde table? Alors, il y a donc un comptable général France, moi au-dessus, et après on a un comptable US, un comptable UK qui sont partagés. Et après on a une DRH et une personne qui fait l'office management et une personne qui est stagiaire RH. Voilà. Pour à peu près combien de personnes au total? Si c'est pas on est une soixantaine. Globalement? Oui. Okay. Tu as parlé de ton rôle d'interface au-delà du board CEO, etc. Au niveau opérationnel avec les autres équipes, est-ce que tu as d'autres exemples éventuellement de comment ça se concrétise ce rôle-là? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'était mon sales pitch quand j'ai passé mon entretien avec Adrien. Et moi, j'en suis persuadé que c'est la force de la direction financière de demain. En tout cas, la valeur des entreprises, elle est aux interfaces. Et aujourd'hui, je pense que moi, j'étais dans un grand groupe, je vois que les interfaces sont très mauvais. Et c'est aussi là où on perd énormément de valeur, qu'on a de la friction. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans mon cas précis, moi, j'avais pas mal empiété historiquement sur la partie sales. Par appétence. Donc, pour l'instant, je me fais pas trop d'ennemis, ça va. Mais l'idée, c'est, par exemple, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais un projet d'implémentation d'un logiciel qui est sur notre CRM et qui va nous permettre de faire des devis, de repenser notre pricing, de faire des devis, de gérer la facturation. Donc, il y a un lien direct avec la finance puisqu'on parle de facturation. Et en même temps, on est dans un chantier qui va questionner tout notre business model puisqu'on est en train de redéfinir le pricing, comment on price, comment on simplifie notre prix, etc. Et donc des enjeux qui sont très liés aux sales. Donc ça, c'est un exemple clair d'interface finance-sales, je pense. D'autres questions? C'est toujours plus facile, juste d'un point de vue, faut comprendre qu'il y a les sensibilités de chacun et c'est plus facile d'expliquer que tu vas sur un terrain puisque il y a une légitimité naturelle et une suite logique. Quand tu vas sur un terrain autre qui est pas du tout le tien, évidemment, tu peux avoir un accueil qui est différent. Après, comme je le disais, les gens sont très focus sur leur travail et donc souvent ils sont très preneurs quand tu viens les aider pour travailler sur des nouveaux chantiers. Et c'est vrai aussi sur toute la partie usage de notre outil. On a des analytics pour traquer les usages, donc Mixpanel ou Oupra. Et ça, c'est les choses que j'utilise beaucoup dès qu'on a des litiges clients, dès qu'on a des questions avec nos clients qui nous disent qu'ils n'utilisent pas suffisamment l'app, etc. L'intérêt, c'est d'utiliser cette analytics pour leur démontrer que soit ils l'utilisent mal, soit qu'ils l'utilisent bien et que voilà. Je sais pas si on en est là. Non. Pour la valorisation de l'entreprise sur justement une
une levée de fonds pour surtout une entreprise si jeune où les projections sont un peu Sont encore aléatoires. pas aléatoires, mais encore un peu immatures pour s'assurer de la. Non, mais c'est parce qu'ils sont au-dessus du budget. Oui, c'est une bonne question. On a alors sectoriellement, des méthodes de valorisation qui sont différentes si vous êtes sur une place de marché ou un logiciel d'entreprise SaaS. Donc effectivement, on se repose là-dessus. On commence par essayer d'être confortable avec le business plan qu'on nous présente, en se disant, oui, la croissance, les besoins en cash pour financer cette croissance, on y croit ou on n'y croit pas. On prend des paris quand même, mais il y a des modèles qui sont plus ou moins prévisibles, d'autres qui sont à cette phase d'entrée au capital de la société. Il y a beaucoup de choses qui vont s'écrire au fur et à mesure, et donc on est obligé de prendre des paris. Donc ça, c'est des méthodes de valorisation suivant les secteurs. Et puis après, je dirais une communauté d'intérêt entre un investisseur et puis une équipe de management. Je pense que in fine, c'est ça qui vous pouvez vous abriter derrière des multiples il y a un moment, et d'ailleurs souvent, il peut y avoir des discussions où le montant levé ne correspond pas au stade d'avancement de la société, parce que sinon on se retrouverait avec nous investisseurs, une trop grosse part du capital. Il faut se rappeler qu'on est en série A, et donc après il va peut-être y avoir d'autres refinancements, et à la fin on n'a pas créé la communauté d'intérêt parce que l'équipe de management se retrouve avec une part trop faible du capital. Donc je dirais il y a une évaluation sectorielle sur quel BP est-ce qu'on est d'accord, une évaluation de multiples sectoriels, et puis après une évaluation de comment on répartit, comment on fait que des équipes de management ne dorment plus la nuit pour travailler pour leur boîte, quoi. À un moment, il faut être réaliste, quoi. Non, mais il faut qu'ils aient l'impression un jour de pouvoir gagner quelque chose, ouais. Si, oui, sans doute, ouais, exactement, de dire il y a des enjeux plus industriels. Nous, on était investisseurs de WeThings, par exemple. C'est pas la même chose que d'investir dans les objets connectés, donc que d'investir dans une société de software. Donc oui, il y a certains domaines. Mais, justement, non, on a essayé d'expliquer ça. Vous êtes arrivé récemment. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. On parlait justement de la valeur ajoutée et du pilotage de l'activité. Oui, je pense que c'est une compétence. Enfin, je ne sais pas de quel hardware vous parlez, mais des modèles de royalty, de licence en semi-conducteur, c'est des enjeux côté CFO qui sont différents qu'un enjeu place de marché. Ouais, je pense que, et donc d'avoir une expérience, c'est plus une connaissance. Là, je dirais de l'opérationnel, enfin du sectoriel, qui peut être intéressante, qui peut être une valeur ajoutée. Tout s'apprend, de toute façon, mais sans doute, ouais, voilà, d'aller plus vite. Il faut tout faire vite, quoi, dans la start-up. Donc, si quelqu'un peut apporter avec déjà une expérience sectorielle, non, mais je pense au hardware, sans doute, ouais. Et la comptabilité est différente, d'ailleurs, parce qu'il y a des notions de stock qu'on n'a pas dans le service, par exemple. Donc, faut quand même quelqu'un qui sache passer les écritures comptables dans le bon sens. C'est la compétence comptable. Bon, j'avais juste, moi, une dernière question. Qui vous avez rencontré pendant le recrutement? 7 personnes. Non. Presque, je crois. 6 ou 7, je ne sais plus. J'ai rencontré des RH, fondateurs, le cabinet de direction financière externalisée, les investisseurs, les deux. Voilà. Et j'ai passé une journée de test. Vous êtes passé devant le board? Les investisseurs, oui. C'est... Mais pas sous forme de board, quoi. Enfin, non. On va dire, de manière informelle, quoi. Okay. Et une dernière.
Enfin, j'imagine que c'est sur une hypothèse de cash flow futur. C'est-à-dire que si tu n'es pas sur l'actif, tu es sur le cash flow futur. Et en l'occurrence, nous, moi, dans l'exemple de Botify, je pense que notre actif, finalement, il vaut bien moins que nos cash flow futurs, puisqu'en réalité, on est sur une solution tellement technologique que si on arrête d'innover, en 2 ans, on ne peut plus vendre notre logiciel au prix où on le vend. Donc la notion d'actif a peu de valeur finalement. Ce qui est la question, c'est la capacité à générer des cash flow futurs avec l'équipe tech qui est là, qui chaque année innove. C'est vrai que pour répondre, enfin nous, on est investisseurs d'éditeurs de logiciels open source qui ont quand même un modèle économique, enfin qui ont sur le dual licensing. Et en fait, la valorisation, elle est basée sur des métriques de revenus SaaS, donc plus sur la partie revenus, pas sur la valorisation de brevets qui n'existent pas de toute façon, dans l'occurrence. La partie crédit impôt recherche notamment. S'il n'y a pas de brevet, en soi c'est pas problématique. Non, c'est pas problématique. Ça peut être valorisé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs logiciels qui n'ont pas de brevet, qui font beaucoup de crédit impôt recherche. J'en connais quelques-uns dans la salle. Merci. On passe la main. Ça va bien? Allez, va. Bon, on fait le siège du CFO et l'investisseur, le modérateur. Bon, donc je vais laisser se présenter mes deux invités. Juste un tout petit mot sur Crédit Mutuel Arkea, pourquoi on est là et pourquoi en particulier chez France Digital. Donc nous, on est un banquier un peu atypique, voilà, une banque de taille intermédiaire. Je sais pas si ça existe encore, mais il y a là une BTI. Et on s'intéresse beaucoup au digital, à toutes les entreprises de croissance dans le digital. Et à toute la question de la transformation digitale. On accompagne nous-mêmes aussi des entreprises qui sont en train de changer de modèle. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est très très présent. Moi, à titre perso, j'ai commencé ma carrière chez un courtier en ligne comme CFO. Ça s'appelait Symphonis et on a racheté rapidement Fortuneo, on a fusionné. Voilà. Donc et maintenant, je suis plutôt dans le rôle de l'investisseur puisque je m'occupe de tous les investissements stratégiques du groupe. Donc que ce soit des projets d'acquisition assez classiques ou des projets d'investissement dans quelques belles fintech dont certaines sont dans la salle. Voilà. Je vous laisse dire un petit mot en intro. Honneur à ceux qui travaillent vraiment. Donc Patrick, donc moi je m'occupe de la finance et des opérations chez Drivey. Donc Drivey, location de voitures entre particuliers. Ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint, donc je suis arrivé après Jérémy, qui était rentré au capital il y a 4 ans maintenant. Voilà, donc. Et donc, moi, je fais partie de l'équipe d'investissement d'un fonds qui s'appelle Alven Capital, qui est un fonds de capital risque assez classique, indépendant, qui a été créé il y a une 15aine d'années, qui donc gère de l'argent qu'on lui confie et qui essaye d'investir cet argent dans des belles sociétés à fort potentiel, dans le monde du digital au sens large, autant des sujets B2B que B2C, qui peuvent être hardware, software ou d'autres choses d'ailleurs moins innovantes. Notre job, c'est d'investir assez tôt dans des sociétés. Donc, le cas de Drivey est un assez bon exemple. On arrive en général quand la société a, on va dire, entre 5 et 15 salariés, qu'elle a un peu trouvé son modèle, qu'elle commence à générer un peu de chiffres et qu'elle a besoin d'accélérer. Et ce qu'on sait pas trop mal faire, nous, c'est arriver à ce moment-là et l'aider à prendre cette première vague d'accélération. Et on sait assez bien l'accompagner dans cette première structuration. Voilà. On a dû financer à peu près je dirais entre 100 et 120 sociétés depuis la création d'Alven. On doit en avoir aujourd'hui une petite 50aine en portefeuille. Moi, de mon côté, j'en ai financé une 20aine à peu près.
J'ai fait des choses vraiment autant dans le B2C que dans le B2B. Donc, ce que vous connaissez peut-être, c'est le B2C. Donc, c'est Drivey, c'est Open Classroom, ce que vous connaissez peut-être, Capitaine Train. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Birchbox. Enfin, quelques boîtes que vous connaissez peut-être. Et d'autres choses dans le B2B. Et ça va être des Lengo, des iAdvise, des Akeneo, enfin, des boîtes qui sont un peu moins visibles, évidemment. Avec toujours la même approche, c'est-à-dire financer tôt la société, rentrer au board, accompagner la boîte, essayer d'être assez proche de l'entrepreneur et de l'aider dans ses prises de décision au quotidien, et essayer d'amener la boîte au second tour, dans lequel en général on fait rentrer un copain à nous. En général, on est assez partageurs au tour d'après. Et voilà. Et donc c'est vrai que dans la plupart des cas, on arrive au moment où il n'y a pas de CFO. Merci. Alors, je vais donner d'abord peut-être la parole à Patrick avec un petit droit de réponse, parce que moi, j'ai compris que le CFO dans une boîte un peu plus grosse, il se tournait les pouces et finalement, il faisait plus grand-chose, alors qu'au début, il était vraiment les mains dans le cambouis et tout. Donc, c'est quoi ton rôle chez Drivey et concrètement, comment est-ce que tu occupes tes journées? C'est exactement pour ça qu'on m'a donné les opérations. Non, donc moi, je suis arrivé, en fait, à peu près au même moment, parce que c'était vous étiez rentré au capital, vous avez mis 2 millions, après vous avez, avec Index, vous avez remis 6 après, qui était un peu la série A, c'est-à-dire que c'était 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. Et à ce moment-là, donc il n'y avait pas de financier. Il y avait un CEO qui n'avait pas vraiment envie d'embaucher un financier d'ailleurs, mais que je connaissais depuis longtemps. Et quand j'ai vu qu'il avait fait de la pub à la télé, je me suis dit qu'il devait avoir de l'argent à dépenser, donc il devait avoir besoin d'un financier. Et donc je l'ai appelé. Et effectivement, il s'est dit on va embaucher un financier. Et donc je lui ai dit que ça tombait bien parce que j'étais sur le marché. Et il ne voyait pas du tout un profil de ce type-là. Il voyait vraiment un profil de quelqu'un qui sort école plus 3 ans chez un EY ou un KPMG, qui allait reporter aussi au haut d'ailleurs, pas forcément à lui, et qui allait être le chef comptable, on en parlait tout à l'heure, de la boîte. Et donc finalement j'ai réussi à le convaincre d'avoir quelqu'un qui l'avait déjà fait dans une autre boîte, parce que la première fois que j'avais rejoint une startup, j'étais exactement dans ce cas-là. J'avais 3 ans de chez EY et je suis rentré dans une boîte, on était 6 et ils venaient de faire une première levée de fonds à 2 millions. Et donc là j'arrive chez Drivey avec l'idée de me dire la première fois je savais pas ce qu'il fallait faire, j'ai eu le temps d'apprendre. J'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir une boîte qui a grandi, mais pas si vite que ça. Je sais pas si c'est la chance. Mais qui est passée, finalement, on est passé de 7-8 personnes à 35 personnes, mais en 2 ans et demi, donc assez maîtrisé comme croissance. Et j'ai eu le temps d'apprendre. Et c'est ce que j'ai dit à Paulin à un moment dans chez Drivey. Je lui ai dit, toi, avec la croissance que tu as, tu vas pas avoir le temps que ton CFO il apprenne. Et donc, prends plutôt quelqu'un qui l'a déjà fait. On en parlait tout à l'heure. Donc là, j'arrive chez Drivey avec l'idée de répliquer ce que j'avais fait un peu plus vite, et puis de faire grandir les process et la boîte au rythme où je pense qu'elle est capable de grandir. Et vraiment avec l'idée de travailler de la finance et de m'occuper de la comptabilité et de vraiment faire tout ça. Et puis, c'était en novembre 2014 et on n'avait aucune opération de prévue par ailleurs qui allait venir polluer mes journées. Et puis finalement, 4 mois plus tard, on avait fait une levée de fonds et on avait racheté 3 sociétés, dont 2 en France et 1 en Allemagne. Donc finalement, tout ce que je pensais venir faire, je ne l'ai pas fait du tout. Et ce que j'ai, en fait, vraiment les 5-6 premiers mois chez Drivey, c'était un rôle de directeur financier, mais qui était surtout quelqu'un qui venait apporter une zone d'échange au CEO. En fait, le CEO est quelqu'un de très très seul dans les boîtes. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Alors avec l'aide du board, en fait, je pense que on en parlait un peu, mais les confidents du CEO avant que le CFO arrive sont les investisseurs. Et à ce moment-là, on arrive et typiquement, je sais qu'il y avait eu des opportunités de rachat par le passé et ça s'était pas fait. Et ça s'était pas fait parce que aussi le fondateur, lui, il se disait, de toute façon, mon business, il va grandir. J'ai le meilleur produit, j'ai pas besoin de racheter, j'avance et ça va se passer. Et puis finalement, c'est des opportunités qui peuvent se présenter. Une opportunité ratée qui a permis à un de nos concurrents, d'ailleurs, d'aller un tout petit peu plus vite que Drivey à un certain moment. Même si c'était plus petit que nous, mais il y avait un peu de rattrapage. Et donc à ce moment-là, donc on en fait une première. Et ça, typiquement, rien qu'être là pour le faire ensemble, derrière, ça l'a unlocké le CEO. C'est-à-dire que les 2 d'après, il en a fait une. Je suis parti à Bali 15 jours, je suis rentré, il avait racheté une boîte, quoi. Alors c'est vraiment quelque chose où c'est ça qu'on apportait, que j'ai apporté au début. Et comment ça se passe concrètement justement dans ce binôme, dans ce duo clé que tu joues avec Paulin, avec le CEO? Charles disait tout à l'heure, moi j'essaie de simplifier, de faire un PowerPoint plutôt que de lui amener de l'Excel. Enfin, concrètement, c'est quoi? C'est plutôt des meetings, des échanges, des
des prêts. J'ai eu la chance d'arriver chez Drivey à une époque où il y avait des investisseurs où les chiffres et les tableaux chiffrés, c'était pas tout à fait leur truc. Ils n'étaient pas très demandeurs. Et donc, on n'en préparait pas beaucoup. Et finalement, effectivement, donc on était dans... Enfin, cette notion... Les KPI business, ils étaient là. On les connaissait, on les suivait. Et d'ailleurs, même sur les boards, les demandes en plus, c'était pas des KPI business. C'était mais qui sont vos clients ? Racontez-nous qui sont vos clients. Il y avait assez de chiffres en fait déjà présents. Donc on a amélioré, on a rajouté un peu plus, on est devenu un peu plus fiable. Tout est externalisé. On en parlait tout à l'heure. Nous aussi on a tout réinternalisé. Ça change la vie de ne pas avoir à devoir attendre les chiffres de quelqu'un. Mais dans sur la. Ok. Du point de vue de l'investisseur, du coup cette arrivée de Patrick, comment vous avez vu ça, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que ça a apporté ? Alors, nous, de notre côté, en gros, c'est difficile à expliquer simplement, mais en fait, pour nous, le CFO, c'est pas un truc. Quand on investit dans une société, le premier truc qui nous traverse l'esprit, c'est pas qu'il y a un CFO dans la boîte. Le premier truc qui nous passe par la tête, c'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre la boîte, à la lire, hein, et à la lire à travers ces petites fenêtres qui sont des boards, qui sont censés être des moments d'interaction et d'échange d'informations assez qualitatives et assez précises. Et on se rend compte assez rapidement que certains CEO, certains fondateurs savent faire ça, parce que c'est leur truc, parce que c'est des matheux, parce que c'est un peu des financiers, parce que c'est des types qui sont câblés Excel. Et puis on se rend compte qu'il y a des gens, c'est vraiment pas leur truc, quoi. Mais vraiment pas du tout leur truc. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui pilotent leur boîte avec 30 salariés et qui ont du mal à comprendre vraiment la différence entre, je sais pas moi, leur chiffre d'affaires, leur marge, leurs OPEX, la ligne débit, l'impact entre... quel est le rapport entre le BFR et la marge qu'on a vu juste... En fait, c'est pas leur truc, quoi. En fait, ils comprennent pas vraiment, en fait. Donc, pour nous faire plaisir, ils font des tableaux. Et puis, ils arrivent avec beaucoup d'aplomb et puis ils nous balancent des chiffres. Et puis, dès qu'on pose 3 questions, en fait, ils paniquent parce que le type qui leur a soufflé les 3 chiffres juste avant qu'ils rentrent dans la pièce n'est pas là. Et donc, ils sont complètement perdus. Et dans ce cas-là, il nous paraît essentiel qu'il y ait un CFO qui rentre dans la boîte. Parce que sans CFO, en gros, on peut prendre que des mauvaises décisions. C'est tout con, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Et à mon sens, il y a 2 types de CFO. Il y a des CFO qui sont là vraiment pour remplir uniquement la de fonctionnalité financière, vraiment la compétence finance à l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est bien gérer l'argent, vérifier que les flux sont au bon endroit, être capable d'anticiper des dépenses qui vont tomber dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, être capable de faire un peu de projection sur la trésorerie, d'anticiper un tout petit peu les mouvements tectoniques de la boîte. Et puis il y a des CFO qui sont des CFO plus business. Et ça, pour nous, c'est un peu le Graal. Et Patrick, c'est un exemple typique de Graal. Tu vois, j'ai pas dit de CFO business, j'ai dit de Graal. Et ça, c'est le confort absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il commence à y avoir une espèce de binôme dans la boîte entre le CEO et son CFO. Le CEO a la liberté de commencer à prendre de la hauteur, à devenir un visionnaire, celui qui fixe le cap, celui qui fixe le niveau de risque qu'on veut appliquer à la société. Et le CFO est derrière pour lui dire « Vas-y, tu peux le faire en confiance ». Ou « Attention, là, tu es en train un peu de t'emballer ». Et ce binôme-là, il permet, à mon sens, d'atteindre la vitesse maximale d'une boîte. Un CEO tout seul, il ne sait pas définir sa vitesse max. Ou c'est un risk-taker, il fait n'importe quoi, ou c'est un type qui est un peu peureux et en fait, il n'avance pas à la bonne vitesse. Et un CFO tout seul, à mon sens, il n'est pas là pour fixer un cap, ni une vitesse, ni rien. Donc en fait, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Donc il faut trouver, pour moi, cette espèce de couple magique. On a quelqu'un qui se libère de quelque chose qui lui pèse, et c'est le CEO qui se libère de la fonction financière, qui peut devenir un grand CEO et s'appuyer les yeux fermés sur quelqu'un qui va avoir en même temps cette compétence finance et en même temps cette capacité à anticiper les besoins du CEO, à travailler de son côté sur des choses un petit peu business, un peu reporting, commencer à intégrer des outils qui sont des outils qui touchent aux KPIs ou à la finance, mais qui en fait sont des outils business qui vont permettre à l'entreprise de développer plus vite. Et quand on a ça, et d'ailleurs on l'a systématiquement dans toutes les excellentes boîtes, ça y est quoi. En fait, les nuages se poussent et on sait qu'on peut aller très très vite. Et dans le cas de Drivey, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait en effet un petit frein de la part de Paulin, qui n'est pas un grand financier, par contre qui est un grand visionnaire, qui a eu des difficultés à trouver ce fameux CFO, parce que je pense que
quand on lui disait il faudrait un CFO, il voyait même pas ce que c'était en fait. C'est-à-dire, il pensait que c'était en effet un comptable. Et quand tout d'un coup, je pense, quand il y a eu ce match avec Patrick, il a mis le titre CFO parce que ça nous faisait plaisir, mais surtout il a trouvé un espèce de sparring partner qui était là pour le libérer de ses difficultés, ses prises de décision complexes. Et tout d'un coup, ça fait une paire incroyable, quoi. Et alors notamment aussi, c'est que en fait, il avait réussi à faire ses levées de fonds sans CFO. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens se disent, au moment où je vais devoir aller devant des investisseurs ou des choses comme ça, je vais avoir besoin d'un financier. Mais finalement, il avait réussi très bien avant que je sois là. Et je pense qu'il a été le lead sur toutes les levées de fonds, mais après. Donc, on a fait du coup 2, 6, 8 et 31. Et même... Et comme ça n'a jamais été des levées de fonds, d'ailleurs, basées sur, on parlait tout à l'heure de valeur de la boîte, de ce que ça apporte, ça n'a jamais été des levées de fonds basées sur les chiffres vraiment qu'on présentait. Enfin, l'exemple type, c'est tout le monde me dit, à la dernière levée de fonds de 31, ton budget à 50, tu l'as fait comment ? En fait, on l'a pas fait. On l'a pas fait à 3 ans, on l'a fait à 1 an. On a dit, voilà ce qu'on va faire. On nous l'a demandé à 3 ans, on a dit, là, on va perdre du temps sur le business. Soit vous croyez dans celui à 1 et puis vous inquiétez pas, on ira plus loin. Mais vraiment, on l'a pas fait. C'est pas des levées de fonds, c'est pas une valeur de la boîte qui a été basée sur des chiffres, c'est sur un potentiel, c'est sur une croissance, c'est sur ces choses-là. Et du coup, toi, aujourd'hui, les équipes entre finance et opération, comment ça se répartit et c'est quoi ce que tu as justement mis en place comme process, que tu as estimé ? Tu disais tout à l'heure, moi, j'aime bien mettre les process au fur et à mesure où je pense que l'entreprise est prête à les absorber, enfin pour pas la tuer, et en même temps, les process, c'est nécessaire pour accompagner la croissance. Qu'est-ce que tu as fait Les process, ça va. Le premier, ça va être l'internalisation de la comptabilité, la mise en place d'un logiciel. On va choisir un logiciel, on va essayer de le mettre au bon moment. C'est-à-dire quand est-ce que faut construire une petite équipe financière. Nous, on n'est pas beaucoup sur la finance. Alors, répartition des équipes, il y en a 4 côté finance, puis il y en a 40 côté opération. Donc, c'est vraiment plutôt... mais par contre, donc, les process, ça va être des process... même rien d'engagement de dépenses, de choses comme ça, qui est au début, quand on rejoint une start-up de 25 personnes, si on arrive en disant c'est comme ça que ça se passe dans un grand groupe, on va faire ça demain matin, mais en fait, le CFO, il ne tiendra pas une semaine, il ne tiendra pas 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une telle culture des gens qui sont tellement proches les uns des autres, qui vivent ensemble. Enfin, je veux dire, et ça change avec le temps. C'est-à-dire que dès qu'on commence à passer les 50, 60 personnes, il y a des choses, il y a de la communication qui est moins fluide, les choses se savent moins. Et c'est là où il faut mettre des process. C'est là où, en fait, pour vivre ensemble, pour avancer ensemble, ça peut être des process RH, ça peut être, tout ce qui nous est imposé par la loi, qu'on prend le temps de faire le plus tard possible. Mais effectivement, mais c'est toujours le plus tard possible dans la notion de risque pour la société. Et ça va, typiquement, nous, aujourd'hui, on fait de l'encaissement pour compte de tiers, parce qu'on a une marketplace, donc on reçoit de l'argent qui ne nous appartient pas. On sait qu'on aurait le droit à une exemption qu'on n'a jamais vraiment demandé, mais on sait qu'il faut tout de suite qu'on soit déjà dans la vision d'après, parce que de toute façon, on ne va pas se mettre à demander des exemptions dans tous les pays où on opère, donc il faut qu'on trouve une solution pour le faire pour nous. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas le temps tech pour le faire, réellement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On valide que si jamais, un jour, on nous impose de le faire, on va nous donner du temps pour le faire, et ce temps qu'on va nous donner, on aura le temps de le faire réellement. Typiquement, c'est de nous dire, quand la CPR va débarquer, ils vont nous dire, vous avez 9 mois pour le faire. Nous, on a validé avec toutes les autres startups qui l'ont fait avec ça, que ça prend 3 mois en fait. On a validé avec notre équipe que ça prendrait 3 mois à le faire. Donc c'est ce type de choses-là où c'est pas la peine de le faire maintenant, mais par contre, il faut être prêt à ne pas jamais mettre la situation de la société à risque pour ça. Et après, donc il y a tout un certain nombre de choses comme ça. Après, sur la partie opération, c'est un autre débat, mais bon, c'est toute la... Et dans la relation avec les investisseurs, le fait d'avoir levé 31 millions, ça a changé quoi ? Ils demandent plus de chiffres, ils sont plus les nouveaux, oui. Maintenant qu'ils sont là, effectivement, c'est-à-dire que alors on a toujours appelé nos actions, on a toujours dit qu'on faisait des séries A, nous. Arrivé à 31, on nous a dit que celle-là, on allait l'appeler B quand même. Et quand on a mis en place, effectivement, les nouveaux investisseurs qui sont rentrés, qui avaient des équipes des équipes dédiées à regarder nos chiffres aux US, le lendemain de la levée, on a reçu un email des US avec voilà ce qu'on voudrait, quand est-ce qu'on le voudrait. Mais encore une fois, là, ils nous ont dit, à partir du trimestre prochain, c'est comme ça, on voudrait ça à telle date. On leur a expliqué où est-ce qu'on en était. On leur a expliqué qu'en fait, on était dans la phase de transition et qu'on ne pouvait pas produire cette data et qu'on allait perdre un temps fou à produire cette data. Donc, on essaie d'évaluer l'intérêt de cette data. Et ensuite, on s'est mis d'accord avec eux. Finalement, on commencera à le faire plutôt 6 mois plus tard. Mais effectivement, là, on est dans des fonds qui sont
moins des fonds de pur capital risque, des fonds qui commencent à être des fonds un peu plus de grosses. C'est quoi, par exemple, les chiffres que vous avez décidé d'arbitrer et de ne pas produire tout de suite Tous les chiffres, en fait. Parce qu'ils nous ont demandé de produire les chiffres, on n'était pas capable de produire. Mais financier, des chiffres comptables et financiers. C'est-à-dire que ils nous ont demandé surtout, par exemple, l'exemple type, ils sont rentrés en 2016 et ils nous ont demandé de reproduire des chiffres de 2015. Et on leur a dit, non, quand vous allez commencer à comparer 2017 à 2016, mais on va pas passer des heures à recréer quelque chose qu'on n'avait pas, alors qu'on doit investir du temps sur le business. Donc c'est cette relation-là. Mais après, ça se fait tout naturellement, et finalement, relativement peu d'interactions entre les investisseurs et le CFO. Moi, personnellement, j'ai pas énormément d'interactions avec les investisseurs, aussi parce que je pense que c'est très important que la relation soit entre le CEO et le CFO. Dès qu'un CFO essaie d'avoir une relation il faut pas essayer de se créer une relation qui existe, qui doit être entre le CEO et les investisseurs. Jérémy, tu es d'accord avec ça? Il a dit beaucoup de trucs. Sur quoi? Sur la dernière chose? Je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs un piège assez classique de se retrouver quand on est CFO exposé à des demandes d'investisseurs. Parfois, il y a des CEO qui voient le truc venir et qui, en gros, mettent en place un système qui fait que ça passe toujours par eux. Toutes les demandes passent par eux. Et c'est comme ça. C'est une règle éthique de bon fonctionnement, etc. Parfois, certains CEO qui sont la tête dans le guidon et qui bossent comme des cinglés nous répondent au troisième mail, fais ta demande au CFO et puis ça ira très bien. Et là, parfois, le CFO commence à créer une relation un peu particulière avec les investisseurs parce que finalement, il est celui qui leur donne les réponses, celui qui les rassure, celui qui devient finalement une espèce de point d'entrée mécanique. Et là, on a un gros problème. Parce qu'on commence à avoir une espèce de une petite guéguerre pas très saine entre le CEO et le CFO vis-à-vis des investisseurs. Moi, j'ai déjà vu les trucs, ce genre de choses arriver, et en général, on arrive à les anticiper, mais c'est mieux de pas jouer avec le feu. C'est mieux vraiment d'avoir une relation investisseur-CEO, investisseur-board, et dans le board, il peut y avoir le CFO, et le CFO est en direct, il discute, et il est à sa place de CFO. Je suis pas sûr que ce soit très sain d'avoir une relation à un moment, un espèce de canal direct investisseur-CFO, parce que le CEO en général, qui est forcément un parano, puisque c'est un entrepreneur, tous les entrepreneurs sont parano, il commence un tout petit peu à se tendre, et c'est pas très bon, et ça sert à rien. Donc je suis totalement d'accord. Ouais. Sur les qualités d'un bon CFO, surtout à ces stades d'hypercroissance, là, c'est quoi les qualités? Alors, je pense qu'il faut avoir en même temps des compétences techniques et il faut avoir des compétences business. Et c'est pas facile de trouver les deux. Parce que, en général, quand on se retrouve dans une pure fonction financière classique, qu'on a fait un passage par une école de commerce, on a fait ses 5 ans d'audit, etc., on a finalement un tout petit peu étouffé ses compétences business. On s'est concentré pour être un ultra spécialiste des compétences techniques. Et donc c'est difficile, je trouve, de révéler cette espèce de double compétence un peu sur le tard. Donc moi j'ai cette impression que c'est difficile d'être un peu cette double face, en même temps business, en même temps finance, et en même temps les grands CFO de start-up, c'est des mecs comme ça. Et d'ailleurs, toute la question sur Patrick qui est CFO, CEO, c'est une question hyper commune. C'est-à-dire, tous les grands CFO sont à la frontière des opérations. Dans les boîtes qui sont hyper structurées, il y a en plus un directeur des opérations et ils arrivent à bien dessiner leurs espaces communs. Parfois, par exemple, le CFO peut devenir aussi un peu Chief Data Officer. C'est-à-dire qu'il va se concentrer pas sur les opérations terrain, mais sur la capacité à lire en data les opérations. Et donc, il va réussir à laisser la partie vraiment terrain à un directeur des opérations. Mais un bon CFO, pour moi, c'est quelqu'un qui a cette capacité, en gros, à comprendre les opérations. S'il reste dans son espace de financier pur, de comptable, pour moi, c'est pas un CFO, en fait. C'est pas un CFO. Tu peux réagir à ça ou ajouter quelque chose?
Oui, je pense, on l'a dit un peu tout à l'heure, d'abord c'est quelqu'un qui doit être prêt à faire tout et n'importe quoi. En fait, c'est-à-dire qu'il y a de mettre les mains dans le cambouis, oui. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de... s'il faut faire de la saisie et qu'il n'y a personne pour la faire et il faut qu'elle soit faite, elle sera faite. Et moi, je me souviens, la première fois où j'avais rejoint une start-up, c'était le matin, alors, la boîte était plus petite, mais le matin j'ai acheté un frigo chez Leclerc et l'après-midi je négociais une levée de fonds à 8 millions. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Faut vraiment... Et après, je sais pas quelles sont chacun a sa personnalité. Moi, j'avais pas fait de finance pendant les 2 ans avant de rejoindre Drivey, en fait, et ça me manquait. Et j'étais à un moment où il fallait que je choisisse entre j'étais plus sur des partenariats, des sales, et en fait, d'aller vraiment vers ça ou de revenir vers la finance. Et j'ai fait vraiment le choix de revenir vers la finance. Alors après, 8 mois plus tard, on a essayé de me remettre sur autre chose, au départ en mettant l'international et puis après en me proposant les opérations. Mais c'est vrai que c'était... et j'ai vachement hésité. J'ai vachement hésité la première fois on en a parlé avec Paulin parce que j'étais venu pour revenir dans la finance en fait aussi. Donc... J'ajoute un petit quelque chose. En fait, j'ai l'impression que l'univers startup, c'est un univers un peu de singularité où on cherche des boîtes exceptionnelles, portées par des entrepreneurs exceptionnels, qui sont extrêmement ambitieux, qui sont... on parlait de valorisation, qui sont ils sont pas dans des mécaniques de valorisation financière. C'est des boîtes qui sont en hyper croissance. Chaque jour qui passe, la boîte elle prend de la valeur, etc. C'est un univers, c'est vraiment, c'est au-dessus de la division 1, quoi. Et dans cet univers-là, j'ai l'impression que par définition, le bon CFO, il n'est pas juste CFO. En fait, et tu vois, moi je suis arrivé un petit peu tard, j'ai un peu honte, mais quand je suis arrivé, tu parlais de ta sensibilité sales. Tu vois, ta sensibilité au-delà de la finance pure. Et en fait, les bons CFO, ceux qui restent dans les startups, ceux qui accompagnent la croissance, etc., ils ont cette compétence-là. C'est pas des CFO, c'est pas des purs financiers en fait. C'est des gens qui jouent avec les chiffres, qui ont compris qu'en fait la finance c'est un outil de croissance, c'est un outil de développement, et celui en gros qui maîtrise cet élément-là, il a un tout petit peu, il lit un peu la matrice. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui a une sensibilité business sur le développement de sa boîte, sur sa capacité, sur son envie de mieux la comprendre. Celui qui a envie de donner des outils au CEO pour aller encore plus vite. Et c'est, à mon sens, ces profils-là, qui sont des profils un peu double compétence, je ne sais pas comment le dire, qui vont réussir à s'épanouir dans un univers startup qui est un univers dur, exigeant, très agressif. Et les seuls types qui arrivent à s'épanouir dans cet univers extrêmement contraint, c'est ceux qui ont cette capacité à avoir un peu plus la big picture que simplement faire un pur métier de financier comptable. Je pense que ceux qui sont purs financiers comptables, ils s'épanouissent pas dans un univers comme ça aussi erratique, aussi complexe, aussi où le monde peut vraiment se transformer d'une semaine à l'autre. Donc un bon CFO, c'est quelqu'un qui sait gérer l'incertitude. C'est ça. Qui accepte un environnement instable. Un environnement instable, oui, pour sûr. En start-up, oui. C'est quelqu'un qui est censé, pour moi, effacer une part d'incertitude. C'est-à-dire que c'est celui qui, quand on a tous l'impression qu'il n'y a que de l'incertitude, qui est capable de dire, moi, mon analyse, c'est qu'en fait, il y a une part d'incertitude, mais elle est à cet endroit-là. Et finalement, le risque qu'on doit tous prendre ensemble, il est à cet endroit-là. Mon job, c'est pas de dire qu'il faut le prendre ou pas le prendre. Mon job, c'est de vous définir le risque. Pour finir, juste avant, après on va laisser la place aux questions. Toi, Jérémy, tu as déjà participé à des recrutements de CFO dans les boîtes dans lesquelles vous aviez investi ? Normalement, c'est systématique, mais dans le pré-briefing, on s'est rendu compte que Patrick est passé entre les mailles du filet, qui m'a beaucoup chagriné. Ouais, c'est systématique, et en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que notre positionnement de fonds assez early stage fait qu'en fait, on est naturellement très proche des entrepreneurs et naturellement très impliqué dans tous les recrutements sensibles. Donc, j'ai aussi fait passer des entretiens à des CTO, alors que, a priori, il n'est pas dédié à interagir avec moi. J'ai déjà fait passer beaucoup d'entretiens à des VP Sales, alors que je ne suis pas une star des ventes, quoi. Et évidemment au CFO. Et donc, la première raison, c'est qu'en fait, on voit tous les postes clés. Et la deuxième raison, c'est que dans la tête du CEO, le CFO, il est un peu pour l'investisseur. Donc, il dit j'ai trouvé un mec pas mal, valide-le, s'il te va, on le prend, quoi. Et en fait, notre go, il vaut beaucoup dans la tête du CEO, dans le cas du recrutement d'un CFO. Moins quand on dit ouais, ton CTO est vachement bien. Il sait que de toute façon, notre avis ne vaut pas grand-chose. Et toi, tu as déjà vu des investisseurs en recrutement ? Ben non.
Dans aucun des jobs. On va peut-être monter un Dans entretien. aucune hein, des, c'est- des c'est triste. startups. Non, c'est vrai, ni la première. La première startup, non. Après, la deuxième, c'était le fondateur de la première qu'on avait monté une autre, donc non plus. Et puis la troisième, Drive, non plus. Ok. On passe aux questions. Moi, oui. Enfin, business partner, c'est sûr. Problem solver, c'est sûr aussi. Mais c'est surtout enlever tous les problèmes du CEO. Enfin, moi, j'ai un CEO visionnaire. J'aurai jamais la vision qu'il a. Et il faut qu'il passe sa vie à penser à ce que sera Drivey dans 4 ans, pas qu'il passe sa vie à penser aux problèmes qu'il y a dans la boîte ce matin. Et tout le temps qu'on peut lui... Là, on a fait un exercice il y a 2 mois. On a eu la chance de recruter une CMO en septembre, avec qui ça se passe vraiment très très bien. Et là, vraiment, on a redirigé toutes les forces de la boîte, on a revu tout l'organigramme pour que le CEO puisse se focaliser sur où est-ce qu'on va et pas les problèmes du quotidien. C'est une très bonne question. Naturellement, j'ai envie de dire oui. Et en fait, dans la réalité, ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'il y a des cas où le CFO est que l'un des deux, et ça va quand même très bien, parce que le deuxième job est pris par quelqu'un d'autre, un directeur des opérations. Il y a des mecs qui sont aussi un peu dans les boîtes, il y a des gars qui ont des rôles pas extrêmement définis, et qui sont en fait ceux qui règlent les problèmes. C'est des types qui font les missions spéciales, qui vont ouvrir un pays, et ces types-là, une année, ils vont ouvrir 3 pays, un autre, ils vont je sais pas quoi, essayer de trouver une nouvelle technologie, un jour, ils vont essayer d'aller racheter 3 boîtes en Chine pour tenter un truc, et c'est pas toujours le CFO, ce type-là. Donc, je pense que ce besoin existe chez tous les CEO, et parfois, ils rentrent dans la même personne qui est le CFO, parfois, le CFO n'est qu'un des deux, quoi. On a dit pas de négo. Il là. pense que le CFO n'en a jamais assez. Ce qu'il m'a dit. Je vais plutôt répondre que c'est pas vraiment notre problème, en fait. C'est-à-dire que nous, notre question, c'est d'aider l'entrepreneur à prendre les bonnes décisions. Quand on a un entrepreneur qui vient nous voir en nous disant j'ai trouvé un super type et il coûte tant, à la limite, on peut lui dire ouais, c'est un peu cher. Mais c'est pas nous qui décidons qui recrute et à quel prix. Donc sur le salaire, moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est peut-être de dire c'est marrant, sur les 8 autres CFO que j'ai en tête, le type est 20% au-dessus. Mais il y a des types qui sont des rockstars qui méritent d'être payés 2 fois plus que les autres. Donc moi, c'est pas mon job de dire ce qu'il faut payer, ce qu'il faut donner en salaire à un CFO, simplement de donner un son de cloche dont le CEO fera ce qu'il veut. Après, sur l'incentive, les stock options, là, évidemment, on a notre mot à dire parce que simplement, ça vient diluer le capital. Et le capital, nous, c'est notre matière première. Donc là, la question qu'on a, nous, c'est finalement définir quelle est l'enveloppe qu'on veut, quel est l'espace qu'on veut créer pour incentiver des gens de qualité qui vont rejoindre la boîte. En général, ces gens, il faut le savoir, ils ont un salaire plus bas que ce qu'ils trouveraient ailleurs. Parce que une startup, ça fonctionne sur des fonds contraints, parce que tout le monde se serre la ceinture, parce que tout le monde fait un peu l'extra mile, parce que parfois le CFO il doit changer une ampoule, et c'est pas grave, il change l'ampoule en fait. Parce que tout le monde essaye de se battre pour que cette boîte aille un petit peu plus loin. Et en face de ce salaire qui peut être parfois plus bas que ce qu'ils auraient sur le marché, régulièrement, les gros profils, CFO et autres, et CTO recrutés à l'extérieur, et VP Sales et ce qu'on veut, demandent de l'incentive parce qu'ils disent c'est mon trade-off, quoi. Je vais bosser 2 fois plus, je vais gagner un peu moins, je veux essayer d'avoir un reward si à la fin j'aide à vendre cette boîte à 1 milliard. Et nous, en général, on n'est pas contre. Nous, notre job, c'est à nouveau de dire cette enveloppe qui est définie, elle nous paraît de market practice. Si tu veux la couper en 3 et la filer à 3 personnes, fais ce que tu veux, mais ça sera une connerie parce qu'ensuite tu seras court pour recruter d'autres personnes. Si tu veux donner quasiment rien, c'est un peu con parce qu'en fait ça vaudra rien dans la tête du type que tu veux incentiver, CFO ou autre, et donc c'est une mauvaise idée. Et notre seul job, c'est de dire, écoute, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'en général, à ce moment-là de la vie de la boîte,
à ce moment-là de valorisation, ce qui se passe classiquement, c'est que tu peux donner entre temps et temps à un type. Tu veux donner plus, bah, tu viens nous en parler et tu essaies de le justifier. Tu veux donner moins, tu viens nous voir et tu essaies de le justifier. Et à la fin, en fait, c'est toujours le CEO qui décide. C'est ça la relation en fait, VC-entrepreneur. C'est une relation qui ressemble plus à du coaching ou je sais pas comment dire ça en fait. C'est pas nous qui décidons. En fait, c'est pas nous qui disons oui ou non à la fin. Nous, on dit ça sent pas bon ou on dit ouais, ça a l'air normal. Après, c'est ta responsabilité de prendre ta décision. C'est toi le patron. On n'est pas majoritaire dans la boîte. C'est pas notre boîte en fait. C'est pas notre boîte. On est des associés de cette société et on a vocation à essayer de faire tout pour aider l'entrepreneur à réussir son aventure. C'est lui qui arrive en disant moi j'ai envie de le faire. Et en général, on lui dit oui. Moi, j'ai pas de cas en tête, CFO ou pas CFO. Hein. J'ai pas de cas en tête où je dis non en fait. J'ai des cas où je dis je trouve ça cher, ou j'ai des cas où je dis je trouve que t'es un peu rat. Mais après, c'est pas moi qui fais le cut à la fin. Après, enfin, moi je disais quand je suis arrivé, en fait, il voulait vraiment embaucher un junior, donc et Paulin est un très bon négociateur aussi, et aussi bien avec les investisseurs qu'avec ses employés. Non, mais sérieusement, à un moment, je suis arrivé, en fait, il m'a fait une proposition, j'aurais jamais dû l'accepter, mais par contre, j'ai compris qu'il irait pas au-dessus. En fait, tant que j'étais pas dans la boîte et je pouvais pas lui montrer que ça apportait quelque chose, il irait pas au-dessus. Par contre, j'ai fait le pari que si j'arrivais à lui montrer, il ferait un geste pour aller au-dessus sans forcément que j'ai besoin de le demander. C'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, il était. C'est quelqu'un qui est comme ça, mais c'est vrai qu'il serait jamais allé au-dessus. Si j'avais essayé de pousser 1000 euros de plus, en fait, je serais pas venu. Il fallait que je décide de pas venir. Et l'aventure, j'avais vraiment envie de rejoindre cette aventure. Et c'était vrai sur le salaire et sur les stocks, en fait. C'est-à-dire que ni pour l'un ni pour l'autre, c'était dans ce que... Et c'était assez loin sur les deux, en fait, de ce que moi j'avais en tête au moment où on s'est parlé la première fois. Heureusement qu'on n'a pas fait d'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, celui-là, il est bien? Non, ça se passe pas comme ça. Ce qui m'arrive, en fait, nous, on est un peu... on a une espèce de hub à boîte sympa. Et donc, on a tout le temps des gens qui viennent nous parler en nous disant « J'arrive à un petit moment où je me pose des questions, j'ai bien bossé pendant 5 ans, maintenant j'ai envie de faire un truc un peu plus marrant. Vous avez un portefeuille sympa. Plutôt que d'envoyer 50 CV, est-ce qu'il y a des boîtes intéressantes dans votre portefeuille qui auraient ce besoin-là ?» Et on fait ça très régulièrement. On fait passer plein d'entretiens toute la journée à des gens sans avoir de job en face. Et on les aide à réfléchir, on leur donne un tout petit peu un son de cloche sur ce qu'est l'univers startup. On les teste un peu sur leur capacité à encaisser l'intensité de l'univers startup. Et puis quand le type nous dit mais je suis hyper motivé, et en fait ce que je cherche c'est une boîte très 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 jeune parce que je veux tout faire, une boîte qui vient de lever 10 millions d'euros parce que j'ai besoin quand même un peu de confort. Une fois qu'il nous a décrit sa boîte parfaite, en fait, ou on l'a, ou on le garde un peu dans notre petite tête et on en parle un peu en interne. Et il se trouve que dans le mois qui vient, en général, sur nos 50 boîtes, il y en a bien une qui nous dit à un moment si vous avez des bons CFO, on est preneur. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et on ne dit pas tu devrais recruter ce mec-là. On dit on a rencontré ce mec-là il y a 15 jours, il nous a fait plutôt bonne impression, rencontre-le. Ensuite, c'est plus notre problème, quoi. Ça marche comme ça. Il est un peu tard pour une question complexe comme ça. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moi, je dirais vraiment cette compétence business. C'est le game changer, en fait. C'est avoir quelqu'un qui est un comptable dans l'entreprise. En gros, ça sert 5 fois moins qu'avoir un type qui a des compétences business en plus. Donc c'est game changer dans l'histoire de la boîte. Donc c'est un peu mou de dire des compétences business, mais je sais pas vous le décrire autrement que ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens dont on sait que c'est pas des gens qui vont finir leur carrière expert comptable dans une petite étude poussiéreuse où ils vont s'occuper de PME de leur quartier, quoi.
c'est pas ça qu'ils cherchent en fait. Ça va être plus difficile, plus compliqué, plus agressif. Il va y avoir des hauts, des bas, ça va être super dur. Ils vont peut-être planter des boîtes, mais c'est ça qu'ils cherchent. Et ces gens-là, ils ont ce truc un peu différent qui est assez proche du petit chromosome entrepreneur qui est aimer un peu se faire mal en échange d'adrénaline. Et ce truc-là, moi je l'appelle ça la compétence business, mais c'est peut-être un peu autre chose, je sais pas, mais c'est ce truc-là. Et quand on a des CFO qui ont ça et qui arrivent à rester à leur place, parce que l'autre difficulté, c'est quand on a un peu ça, on a un tout petit peu envie de passer de l'autre côté et de se dire finalement je mets de côté les compétences financières et je deviens patron de boîte, quoi. Et je tente de monter mon aventure ou j'ai du mal à vivre à côté du CEO parce qu'il prend trop de place et je sens que finalement ce que je dis c'est pas con et je pourrais presque faire son métier. Si on arrive à rester à sa place et à rajouter ces compétences-là, pour moi on est le CFO, celui qui est 1 sur 20, quoi. Alors c'est un peu spécial chez Drivey parce que il y a un CTO qui est là depuis très longtemps, qui est Nicolas, qui est quasiment un fondateur de la boîte parce qu'il est arrivé ça a été lancé en 2010, il est arrivé en 2011, et c'est quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer en fait dans tout ce qui est autour du management de la boîte. C'est-à-dire lui, par exemple, je ne l'ai pas non plus rencontré en entretien. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui... Et j'ai demandé pourtant. J'ai dit, moi j'aimerais bien rencontrer le cofondateur. Et Paulin m'a dit, mais en fait, il s'en fout de tout ça. Enfin, il me fait confiance de choisir la bonne personne. Et c'est vrai que, du coup, Paulin, je disais tout à l'heure, il était un peu seul dans l'aventure parce que il a un CTO qui est un génie. Vraiment, enfin, sur sa partie product tech, je veux dire, il a toutes les qualités du monde là-dessus, et je pense que c'est peut-être aussi un Graal de CTO, mais il était pas là-dedans. Donc après, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a embauché en CMO une CEO. Elle était CEO dans la boîte où elle était avant. Et là, on sent vraiment depuis 3 mois, ça libère plein de force dans l'entreprise. Ce fait que le binôme de management soit devenu un trinôme de management. En plus, quand Paulin n'est pas un manager, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il aime pas, c'est pas quelque chose qu'il aime faire. L'animation en day-to-day du management de la boîte, c'est pas quelque chose qui lui plaît vraiment. Donc du coup, là, d'avoir 2 personnes à côté de lui à qui par contre ça leur plaît de le faire, il y a une nouvelle étape qui est en train de se construire là, clairement. On est tous au board, mais c'est Paulin qui présente la boîte et la vision. Nous, on est là pour aider s'il y a besoin, sur les sujets. Mais ça peut arriver. Quand il y a des grandes décisions à prendre, que ce soit de racheter un concurrent, que ce soit de faire des choses comme ça, on n'est pas tous toujours d'accord en interne avant que ça se fasse. Par contre, on se met d'accord en interne avant. Et quand je dis se mettre d'accord en interne, ça peut vouloir dire accepter que le CEO prenne la décision sans que ce soit la nôtre, en fait. Et une fois que ça s'est fait, alors là, par contre, on est là en soutien. C'est-à-dire qu'il est hors de question, si on a un avis différent, d'aller commencer en milieu d'un board à aller présenter que même moi, en fait, j'étais assez d'accord, parce qu'on sent le vent tourner des investisseurs qui étaient plutôt pour. Enfin, ça n'arrive pas. Ça ne doit pas arriver, en tout cas. Donc, vraiment, on se met en board, on est là pour aider et appuyer la vision et montrer que nous aussi, on y croit dans ce qui a été décidé. Là, ça dépend du fondateur. Je pense qu'il y a des fondateurs qui écoutent et puis des fondateurs qui écoutent moins. Moi, j'ai la chance d'avoir un fondateur qui écoute. Donc, on n'a pas le pouvoir de no-go, non. On a le pouvoir de dire qu'on n'y croit pas et il a le pouvoir de nous écouter. Et des fois, on arrive à le faire changer d'avis. Des fois, il arrive à nous faire changer d'avis. Et en général, j'avoue qu'il arrive souvent à nous faire changer d'avis, en fait. On est très tolérant, vas-y.
Alors ça a été répondu tout à l'heure. Je te laisse le micro ou je vous laisse. Il y en avait. Alors je ne sais pas s'il y a un intérêt à en avoir un part-time avant les séries A, parce que dans les boîtes où je suis entré, il n'y en avait pas avant les séries A. Après sur CFO, DAF, c'est un peu. Moi un jour, enfin c'était un de mes anciens patrons du coup de la première startup, il m'a dit t'es DAF mais t'es pas CFO. Tu seras justement CFO quand tu seras plus uniquement dans la technique comptable et financière, mais quand tu vas commencer à influencer le business. Enfin, ce que disait Jérémy tout à l'heure. Et donc j'ai acté qu'un DAF, c'était pas un CFO. Et puis un jour, on m'a proposé un job de CFO, donc je l'ai pris. Mais je pense qu'on m'aurait appelé DAF, je l'aurais pris aussi en fait. Et moi, je pense que c'est pas c'est un non-sujet. C'est-à-dire que je pense juste que CFO, c'est plus la classe que DAF. Je pense que CEO, c'est plus la classe que PDG, quoi. Et je pense que VP Sales, c'est plus la classe que directeur commercial. Mais tu vois, c'est le franglais des startups, quoi. C'est que c'est plus sympa d'être CEO sur sa carte de visite plutôt d'être président, directeur général. Ça fait vieux con, quoi. Non, vraiment, pour moi, c'est culturel quasiment, tu vois. Enfin, moi, je dis pas prends un DAF plutôt qu'un CFO. Mais on a beaucoup de parler soit de DAF, soit de comptable. En fait, je pense que peut-être la notion qui manque, c'est la partie contrôle de gestion décisionnelle. Enfin, c'est sans doute ça qu'on appelle le business. Et il y a des boîtes, il y a des groupes en France chez qui les contrôleurs de gestion des grands groupes, c'est des stars, quoi. Enfin, c'est vraiment les profils, le parfait binôme avec le CEO de qui peut pas se passer quand il prend ses décisions. Et c'est celui qui l'assiste, enfin voilà, qui est son cerveau annexe, voilà. Et ça peut arriver en start-up. Donc pour moi, sans doute, ça se rapproche plus de la notion d'un contrôle de gestion décisionnelle que en tout cas d'un comptable ou d'un. Après, moi, j'ai passé énormément de temps en ce moment à faire du lobbying dans tous les ministères, de Matignon à l'Élysée, enfin ceux qui sont encore là. Et honnêtement, quand j'arrive et je dis je suis CFO, la moitié ils savent pas ce que c'est. Donc j'arrive et je suis directeur financier de la société. Ok. Moi, je crois qu'on va conclure là. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir.